Sors de ton enfance, ami, réveille-toi. Jean-Jacques Rousseau. Chapitre 1. Le monde est ma représentation. Cette proposition est une vérité pour tout être vivant et pensant, bien que, chez l'homme seul, elle arrive à se transformer en connaissance abstraite et réfléchie. Dès qu'il est capable de l'amener à cet état, on peut dire que l'esprit philosophique est né en lui. Il possède alors l'entière certitude de ne connaître ni un soleil, ni une terre, mais seulement un œil qui voit ce soleil, une main qui touche cette terre. Il sait, en un mot, que le monde dont il est entouré n'existe que comme représentation, dans son rapport avec un être percevant qui est l'homme lui-même. S'il y a une vérité qu'on puisse affirmer a priori, c'est bien celle-là, car elle exprime le mode de toute expérience possible et imaginable, concept de beaucoup plus général que ceux même de temps, d'espace et de causalité qu'il implique. Chacun de ces concepts, en effet, dans lesquels nous avons reconnu des formes diverses du principe de raison, n'est applicable qu'à un ordre déterminé de représentation. La distinction du sujet et de l'objet, au contraire, est le mode commun à toutes, le seul sous lequel on puisse concevoir une représentation quelconque, abstraite ou intuitive, rationnelle ou empirique. Aucune vérité n'est donc plus certaine, plus absolue, plus évidente que celle-ci. Tout ce qui existe existe pour la pensée. C'est-à-dire l'univers entier est objet qu'à l'égard d'un sujet, perception que par rapport à un esprit percevant, en un mot il est pure représentation. Cette loi s'applique naturellement à tout le présent, à tout le passé et à tout l'avenir, à ce qui est loin comme à ce qui est près de nous, car elle est vraie du temps et de l'espace même, grâce auxquels les représentations particulières se distinguent les unes des autres. Tout ce que le monde renferme ou peut renfermer est dans cette dépendance nécessaire vis-à-vis du sujet et n'existe que pour le sujet. Le monde est donc représentation. Cette vérité est d'ailleurs loin d'être neuve. Elle fait déjà le fond des considérations sceptiques d'où procède la philosophie de Descartes. Mais ce fut Berkeley qui le premier la formula d'une manière catégorique. Par là, il a rendu à la philosophie un immortel service, encore que le reste de ses doctrines ne mérite guère de vivre. Le grand tort de Kant, comme je l'expose dans l'appendice qui lui est consacré, a été de méconnaître ce principe fondamental. En revanche, cette importante vérité a été de bonne heure admise par les sages de l'Inde, puisqu'elle apparaît comme la base même de la philosophie Vedanta, attribuée à Vaisa. Nous avons sur ce point le témoignage de W. Jones dans sa dernière dissertation, ayant pour objet la philosophie asiatique. Le dogme essentiel de l'Église Vedanta consistait non à nier l'existence de la matière, c'est-à-dire de la solidité, de l'impénétrabilité, de l'étendue, négation qui, en effet, serait absurde, mais seulement à réformer sur ce point l'opinion vulgaire et à soutenir que cette matière n'a pas une réalité indépendante de la perception de l'esprit, existence et perceptibilité étant deux termes équivalents. Cette simple indication montre suffisamment dans le védantisme le réalisme empirique associé à l'idéalisme transcendantal. C'est à cet unique point de vue et comme pure représentation que le monde sera étudié dans ce premier livre. Une telle conception, absolument vraie d'ailleurs en elle-même, est cependant exclusive et résulte d'une abstraction volontairement opérée par l'esprit. La meilleure preuve en est dans la répugnance naturelle des hommes à admettre que le monde ne soit qu'une simple représentation, idée néanmoins incontestable. Mais cette vue qui ne porte que sur une face des choses sera complétée dans le livre suivant par une autre vérité, moins évidente, il faut l'avouer, que la première. La seconde demande en effet, pour être comprise, une recherche plus approfondie, un plus grand effort d'abstraction. Enfin, une dissociation des éléments hétérogènes accompagnée d'une synthèse des principes semblables.
Cette austère vérité, bien propre à faire réfléchir l'homme, sinon à le faire trembler, voici comment il peut et doit l'énoncer à côté de l'autre. Le monde est ma volonté. En attendant, il nous faut, dans ce premier livre, envisager le monde sous un seul de ses aspects, celui qui sert de point de départ à notre théorie, c'est-à-dire la propriété qu'il possède d'être pensé. Nous devons, dès lors, considérer tous les objets présents, y compris notre propre corps, ceci sera développé plus loin, comme autant de représentations, et ne jamais les appeler d'un autre nom. La seule chose dont il soit fait abstraction ici, chacun j'espère s'en pourra convaincre par la suite, c'est uniquement la volonté, qui constitue l'autre côté du monde. À un premier point de vue, en effet, ce monde n'existe absolument que comme représentation. À un autre point de vue, il n'existe que comme volonté. Une réalité qui ne peut se ramener ni au premier ni au second de ces éléments, qui serait un objet en soi, et c'est malheureusement la déplorable transformation qu'a subie entre les mains mêmes de Kant sa chose en soi. Cette prétendue réalité, dis-je, est une pure chimère, un feu follet propre seulement à égarer la philosophie qui lui fait accueil. Chapitre 2. Ce qui connaît tout le reste sans être soi-même connu, c'est le sujet. Le sujet est, par suite, le substratum du monde, la condition invariable, toujours sous-entendu de tout phénomène, de tout objet. Car tout ce qui existe existe seulement pour le sujet. Ce sujet, chacun le trouve en soi, en tant du moins qu'il connaît, non en tant qu'il est objet de connaissance. Notre propre corps lui-même est déjà un objet, et par suite mérite le nom de représentation. Il n'est en effet qu'un objet parmi d'autres objets, soumis aux mêmes lois que ceux-ci. C'est seulement un objet immédiat. Comme tout objet d'intuition, il est soumis aux conditions formelles de la pensée, le temps et l'espace, d'où naît la pluralité. Mais le sujet lui-même, le principe qui connaît sans être connu, ne tombe pas sous ces conditions, car il est toujours supposé implicitement par elles. On ne peut lui appliquer ni la pluralité, ni la catégorie opposée, l'unité. Nous ne connaissons donc jamais le sujet. C'est lui qui connaît, partout où il y a connaissance. Le monde, considéré comme représentation, seul point de vue qui nous occupe ici, comprend deux moitiés essentielles, nécessaires et inséparables. La première est l'objet, qui a pour forme l'espace, le temps, et par suite la pluralité. La seconde est le sujet qui échappe à la double loi du temps et de l'espace, étant toujours tout entier et indivisible dans chaque être percevant. Il s'ensuit qu'un seul sujet, plus l'objet, suffirait à constituer le monde considéré comme représentation, aussi complètement que les millions de sujets qui existent. Mais que cet unique sujet percevant disparaisse, et du même coup le monde conçu comme représentation disparaît aussi. Ces deux moitiés sont donc inséparables, même dans la pensée. Chacune d'elles n'est réelle et intelligible que par l'autre et pour l'autre. Elles existent et cessent d'exister ensemble. Elles se limitent réciproquement. Où commence l'objet, le sujet finit. Cette mutuelle limitation apparaît dans le fait que les formes générales essentielles à tout objet, temps, espace et causalité, peuvent se tirer et se déduire entièrement du sujet lui-même, abstraction faite de l'objet. Ce qu'on peut traduire dans la langue de Kant en disant qu'elle se trouve a priori dans notre conscience. De tous les services rendus par Kant à la philosophie, le plus grand est peut-être dans cette découverte. À cette vue, j'ajoute, pour ma part, que le principe de raison est l'expression générale de toutes ces conditions formelles de l'objet, connues a priori, que toute connaissance purement a priori se ramène au contenu de ce principe, avec tout ce qu'il implique. En un mot, qu'en lui est concentrée toute la certitude de notre science a priori. J'ai expliqué en détail dans ma dissertation sur le principe de raison
comment il est la condition de tout objet possible, ce qui signifie qu'un objet quelconque est lié nécessairement à d'autres, étant déterminé par eux, et les déterminant à son tour. Cette loi est si vraie que toute la réalité des objets en tant qu'objets, ou simple représentation, consiste uniquement dans ce rôle de détermination nécessaire et réciproque. Cette réalité est donc purement relative. Nous aurons bientôt l'occasion de développer cette idée. J'ai montré de plus que cette relation nécessaire, exprimée d'une manière générale par le principe de raison, revêt des formes diverses selon la différence des classes où viennent se ranger les objets au point de vue de leurs possibilités. Nouvelle preuve de la répartition exacte de ces classes. Je suppose toujours, implicitement, dans le présent ouvrage, que tout ce que j'ai écrit dans cette dissertation est connu et présent à l'esprit du lecteur. Si je n'avais pas exposé ailleurs ces idées, elles auraient ici leur place naturelle. Chapitre 3. La plus grande différence à signaler entre nos représentations est celle de l'état intuitif et de l'état abstrait. Les représentations de l'ordre abstrait ne forment qu'une seule classe, celle des concepts, apanage exclusif de l'homme en ce monde. Cette faculté qu'il possède de former des notions abstraites, et qui le distingue du reste des animaux, est ce qu'on a de tout temps appelé raison. Il sera traité spécialement de ces représentations abstraites dans la suite. Pour le moment, nous ne parlerons que de la représentation intuitive. Celle-ci comprend tout le monde visible, ou l'expérience en général, avec les conditions qui la rendent possible. Kant, comme nous l'avons dit, a montré, et c'est là une découverte considérable, que le temps et l'espace, ces conditions ou formes de l'expérience, éléments communs à toute perception, et qui appartiennent également à tous les phénomènes représentés, que ces formes, dis-je, peuvent non seulement être pensées in abstracto, mais encore saisies immédiatement en elles-mêmes et en l'absence de tout contenu. Il a établi que cette intuition n'est pas un simple fantôme résultant d'une expérience répétée, qu'elle en est indépendante et lui fournit ses conditions, plutôt qu'elle n'en reçoit d'elle. Ce sont en effet ces éléments du temps et de l'espace, tels que les révèle l'intuition a priori, qui représentent les lois de toute expérience possible. Tel est le motif qui, dans ma dissertation sur le principe de la raison, m'a fait considérer le temps et l'espace, aperçus dans leur forme pure et isolés de leur contenu, comme constituant une classe de représentation spéciale et distincte. Nous avons déjà signalé l'importance de la découverte de Kant, établissant la possibilité d'atteindre par une vue directe et indépendante de toute expérience ces formes générales de l'intuition sensible, sans qu'elles perdent pour cela rien de leur légitimité. Découverte qui assure à la fois le point de départ et la certitude des mathématiques. Mais il est un autre point non moins important à noter, le principe de raison qui, comme loi de causalité et de motivation, détermine l'expérience qui, d'autre part, comme loi de justification des jugements, détermine la pensée. Ce principe peut revêtir une forme très spéciale, que j'ai désignée sous le nom de principe de l'être. Considéré par rapport au temps, il engendre la succession des moments de la durée. Par rapport à l'espace, la situation des parties de l'étendue qui se déterminent l'une l'autre à l'infini. Si après avoir lu la dissertation qui sert d'introduction au présent ouvrage, on a bien saisi l'unité primitive du principe de raison, sous la diversité possible de ses expressions, on comprendra combien il importe, pour pénétrer à fond l'essence de ce principe, de l'étudier tout d'abord dans la plus simple de ses formes pures, le temps. Chaque instant de la durée, par exemple, n'existe qu'à la condition de détruire le précédent qui l'a engendré, pour être aussi vite anéanti à son tour. Le passé et l'avenir, abstraction faite des suites possibles de ce qu'ils contiennent, sont choses aussi vaines que le plus vain des songes, et il en est de même du présent, limite sans étendue et sans durée entre les deux.
Or, nous retrouvons ce même néant dans toutes les autres formes du principe de raison. Nous reconnaîtrons que l'espace, aussi bien que le temps, et tout ce qui existe à la fois dans l'espace et dans le temps, bref, tout ce qui a une cause ou un motif, tout cela ne possède qu'une réalité purement relative. La chose, en effet, n'existe qu'en vertu ou en vue d'une autre de même nature qu'elle, et soumise ensuite à la même relativité. Cette pensée, dans ce qu'elle a d'essentiel, n'est pas neuve. C'est en ce sens qu'Héraclite considérait avec mélancolie le flux éternel des choses, que Platon en rabaissait la réalité au simple devenir, qui n'arrive jamais jusqu'à l'être, que Spinoza ne voyait en elle que les accidents de la substance unique, existant seule éternellement, que Kant opposait à la chose en soi nos objets de connaissance comme de purs phénomènes. Enfin, l'antique sagesse de l'Inde exprime la même idée sous cette forme. C'est la Maya, c'est le voile de l'illusion qui, recouvrant les yeux des mortels, leur fait voir un monde dont on ne peut dire s'il est ou s'il n'est pas, un monde qui ressemble au rêve, au rayonnement du soleil sur le sable, où de loin le voyageur croit apercevoir une nappe d'eau, ou bien encore à une corde jetée par terre qu'il prend pour un serpent. Ces comparaisons réitérées se trouvent dans nombre de passages des Védas et des Puranas. La conception exprimée en commun par tous ces philosophes n'est autre que celle qui nous occupe en ce moment, le monde comme représentation assujettie au principe de raison. Chapitre 4. Si l'on a une idée nette de la forme sous laquelle le principe de raison apparaît dans le temps considéré en lui-même, forme d'où dépend toute numération et tout calcul, on a par là même pénétré l'essence totale du temps. Celui-ci, en effet, se ramène tout entier à cette détermination spéciale du principe de raison et ne possède aucun autre attribut. La succession est la forme du principe de raison dans le temps. Elle est aussi l'essence même du temps. Si de plus on a bien entendu le principe de raison, tel qu'il règne dans l'espace pur, on aura également épuisé toute l'idée de l'espace, car l'espace n'est rien de plus que la propriété dont jouissent les parties de l'étendue de se déterminer réciproquement. C'est ce qu'on appelle la situation. L'étude détaillée de ces diverses positions et l'expression des résultats acquis dans des formules abstraites qui en facilitent l'usage, c'est là tout l'objet de la géométrie. Enfin, si on a parfaitement compris ce mode spécial du principe de raison, qui est la loi de causalité, et qui régit le contenu des formes précédentes, temps et espace, ainsi que leur perceptibilité, c'est-à-dire la matière, on aura du même coup pénétré l'essence même de la matière considérée comme telle, celle-ci se réduisant tout entière à la causalité. Cette vérité s'impose dès qu'on y réfléchit. Toute la réalité de la matière réside en effet dans son activité, et aucun autre ne saurait lui être attribué, même en pensée. C'est parce qu'elle est active qu'elle remplit et l'espace et le temps, et c'est son action sur l'objet immédiat, matériel lui-même, qui engendre la perception, sans laquelle il n'y a pas de matière. La connaissance de l'influence exercée par un objet matériel quelconque sur un autre n'est possible que si ce dernier agit à son tour sur l'objet immédiat, autrement qu'il ne le faisait tout d'abord, et cela se réduit tout ce que nous en pouvons savoir. Être cause et effet, voilà donc l'essence même de la matière. Son être consiste uniquement dans son activité. C'est donc avec une singulière précision qu'on désigne en allemand l'ensemble des choses matérielles par le mot Wirklichkeit, de wirken, agir, terme beaucoup plus expressif que celui de Realitat,
réalité. Ce sur quoi la matière agit, c'est toujours la matière. Sa réalité et son essence consistent donc uniquement dans la modification produite régulièrement par une de ses parties sur une autre. Mais c'est là une réalité toute relative. Les rapports qui la constituent ne sont d'ailleurs valables que dans les limites mêmes du monde matériel, absolument comme le temps. Si le temps et l'espace peuvent être connus par intuition, chacun en soi et indépendamment de la matière, celle-ci ne saurait en revanche être aperçue sans eux. D'une part, la forme même de la matière, qu'on en saurait séparer, suppose déjà l'espace, et d'autre part, son activité, qui est tout son être, implique toujours quelque changement, c'est-à-dire une détermination du temps. Mais la matière n'a pas pour condition le temps et l'espace pris séparément. C'est leur combinaison qui constitue son essence, celle-ci résidant tout entière, comme nous l'avons démontré, dans l'activité et la causalité. En effet, tous les phénomènes et tous les états possibles, qui sont innombrables, pourraient, sans se gêner mutuellement, coexister dans l'espace infini, et d'autre part se succéder, sans plus de difficulté dans l'infinité du temps. Dès lors, un rapport de dépendance réciproque et une loi qui déterminerait les phénomènes conformément à ce rapport nécessaire deviendraient inutiles et même inapplicables. Ainsi, ni cette juxtaposition dans l'espace, ni cette succession dans le temps ne suffisent à engendrer la causalité, tant que chacune des deux formes reste isolée et se déploie indépendamment de l'autre. Or la causalité constituant l'essence propre de la matière, si la première n'existait pas, la seconde aussi disparaîtrait. Pour que la loi de causalité conserve toute sa signification et sa nécessité, le changement effectué ne doit pas se borner à une simple transformation des divers états pris en eux-mêmes. Il faut d'abord qu'en un point donné de l'espace, tel état existe maintenant, et tel autre état ensuite. Il faut de plus qu'à un moment déterminé, tel phénomène se produise ici, et tel autre là. C'est seulement grâce à cette limitation réciproque du temps et de l'espace, l'un par l'autre, que devient intelligible et nécessaire la loi qui règle le changement. Ce que la loi de causalité détermine, ce n'est donc pas la simple succession des états dans le temps lui-même, mais dans le temps considéré par rapport à un espace donné. Ce n'est pas d'autre part la présence des phénomènes à tel endroit, mais leur présence en ce point à cet instant marqué. Le changement, c'est-à-dire la transformation d'état, réglée par la loi de causalité, se rapporte donc dans chaque cas à une partie de l'espace et à une partie correspondante du temps, donnée simultanément. C'est donc la causalité qui forme le lien entre le temps et l'espace. Or nous avons vu que toute l'essence de la matière consiste dans l'activité, autrement dit dans la causalité. Il en résulte que l'espace et le temps se trouvent ainsi coexister dans la matière. Celle-ci doit donc réunir dans leur opposition les propriétés du temps et celles de l'espace, et concilier, chose impossible dans chacune des deux formes isolées de l'autre, la fuite inconstante du temps avec l'invariable et rigide fixité de l'espace. Quant à la divisibilité infinie, la matière la tient de tous deux. C'est grâce à cette combinaison que devient possible tout d'abord la simultanéité. Celle-ci ne saurait exister ni dans le temps seul, qui n'admet pas de juxtaposition, ni dans l'espace pur, à l'écart duquel il n'y a pas plus d'avant que d'après ou de maintenant. Mais l'essence vraie de la réalité, c'est précisément la simultanéité de plusieurs états, simultanéité qui produit tout d'abord la durée. Celle-ci, en effet, n'est intelligible que par le contraste de ce qui passe avec ce qui reste. De même, c'est l'antithèse du permanent et du variable qui caractérise le changement ou modification dans la qualité et la forme, en même temps que la fixité
dans la substance qui est la matière. Si le monde existait seulement dans l'espace, il serait rigide et immobile. Plus de succession, de changement, ni l'action. L'action supprimée, la matière l'est du même coup. Si le monde existait seulement dans le temps, tout deviendrait fugitif. Alors, plus de permanence, plus de juxtaposition, plus de simultanéité, et partant plus de durée. Plus de matière non plus, comme tout à l'heure. C'est de la combinaison du temps et de l'espace que résulte la matière, qui est la possibilité de l'existence simultanée. La durée en dérive aussi, et rend possible à son tour la permanence de la substance sous le changement des états. La matière, tenant son être de la combinaison du temps et de l'espace, en conserve toujours la double empreinte. La réalité qu'elle tire de l'espace est attestée d'abord par la forme, qui lui est inhérente. Ensuite et surtout par sa permanence ou substantialité. Le changement, en effet, n'appartient qu'au temps, qui, considéré en lui-même et dans sa pureté, n'a rien de stable. La permanence de la matière n'est donc certaine a priori que parce qu'elle repose sur celle de l'espace. La matière, d'autre part, tient du temps par la qualité ou accident, sans laquelle elle ne saurait apparaître. Et cette qualité consiste toujours dans la causalité, dans l'action exercée sur une autre matière, par suite dans le changement, qui fait partie de la notion du temps. Cette action néanmoins n'est possible en droit qu'à condition de se rapporter à la fois à l'espace et au temps, et tire de là toute son intelligibilité. La détermination de l'état qui doit nécessairement exister dans tel lieu, à tel moment donné, voilà à quoi se borne la juridiction de la loi de causalité. C'est parce que les qualités essentielles de la matière dérivent des formes de la pensée connues a priori, que nous lui assignons aussi a priori certaines propriétés, par exemple de remplir l'espace. C'est l'impénétrabilité qui équivaut à l'activité. De plus, l'étendue, la divisibilité infinie, la permanence, qui n'est que l'indestructibilité, enfin la mobilité. Quant à la pesanteur, peut-être convient-il, ce qui d'ailleurs ne constitue pas une exception à la doctrine, de lui rapporter à la connaissance a posteriori, et cela en dépit de l'opinion de Kant, qui, dans ses principes métaphysiques de la science de la nature, la range parmi les propriétés connaissables a priori. De même qu'il n'y a d'objet en général que pour un sujet, et sous la forme d'une représentation, de même chaque classe déterminée de représentation dans le sujet se rapporte à une fonction déterminée que l'on nomme faculté intellectuelle. La faculté de l'esprit correspond au temps, et à l'espace considéré en soi a été appelée par Kant la sensibilité pure, reine Sinnlichkeit. Cette dénomination peut être conservée en souvenir de celui qui a ouvert une voie nouvelle à la philosophie. Elle n'est cependant pas absolument exacte, car sensibilité suppose déjà matière. La faculté correspondant à la matière ou à la causalité, car ces deux termes sont équivalents, c'est l'entendement, qui n'a pas d'autre objet. Connaître par les causes, voilà en effet son unique fonction et toute sa puissance. Mais cette puissance est grande. Elle s'étend à un vaste domaine et comporte une merveilleuse diversité d'applications, reliées cependant par une unité évidente. Réciproquement, toute causalité, et par suite toute matière, toute réalité, n'existe que pour l'entendement par l'entendement. La première manifestation de l'entendement, celle qui s'exerce toujours, c'est l'intuition du monde réel. Or, cet acte de la pensée consiste uniquement à connaître les faits par la cause. Aussi toute intuition est-elle intellectuelle.
mais elle n'arriverait jamais à se réaliser sans la connaissance immédiate de quelque effet propre à servir de point de départ. Cet effet est une action éprouvée par les corps organisés. Ceux-ci, objets immédiats des sujets auxquels ils sont unis, rendent possible l'intuition de tous les autres objets. Les modifications que subit tout organisme animal sont connues immédiatement ou senties. Et cet effet étant aussitôt reporté à sa cause, on a sur-le-champ l'intuition de cette dernière comme objet. Cette opération n'est nullement une conclusion tirée de données abstraites, non plus qu'un produit de la réflexion ou de la volonté. Elle est une connaissance directe, nécessaire, absolument certaine. Elle est l'acte de l'entendement pur, véritable acte sans lequel il n'y aurait jamais une intuition véritable de l'objet, mais tout au plus une conscience sourde, végétative, en quelque sorte des modifications de l'objet immédiat. Ces modifications se succéderaient sans présenter aucun sens appréciable, si ce n'est peut-être pour la volonté, à titre de plaisir ou de douleur. Mais de même que l'apparition du soleil découvre le monde visible, ainsi l'entendement, par son action soudaine et unique, transforme en intuition ce qui n'était que sensation vague et confuse. Cette intuition n'est nullement constituée par les impressions qu'éprouve l'œil, l'oreille, la main. Ce sont là de simples données. Après seulement que l'entendement a arraché l'effet à la cause, le monde apparaît, étendu comme intuition dans l'espace, changeant dans la forme, permanent et éternel en tant que matière. Car l'entendement réunit le temps à l'espace dans la représentation de matière, synonyme d'activité. Si, comme représentation, le monde n'existe que par l'entendement, il n'existe aussi que pour l'entendement. Dans le premier chapitre de ma dissertation sur la vue et les couleurs, j'ai déjà expliqué comment, avec les données fournies par les sens, l'entendement crée l'intuition. Comment, par la comparaison des impressions que les différents sens reçoivent d'un même sujet, l'enfant s'élève à l'intuition. J'ai montré que là, seulement, se trouvait l'explication d'un grand nombre de phénomènes relatifs aux sens. Par exemple, la vision simple avec deux yeux, la vision double dans le strabisme, ou dans le cas où l'œil voit simultanément plusieurs objets placés à des distances inégales l'un derrière l'autre. Enfin, les diverses illusions qu'amène toujours un changement subit dans l'exercice des organes des sens. Mais j'ai étudié plus longuement et plus à fond cet important sujet dans la seconde édition de ma dissertation sur le principe de raison. Paragraphe 21. Tous les développements qui s'y trouvent auraient ici leur place naturelle et pourraient être reproduits maintenant. Mais je n'ai guère moins de répugnance à me copier moi-même qu'à copier les autres, et je ne saurais d'ailleurs donner de mes idées une nouvelle exposition plus claire que la première. Au lieu donc de me répéter, je renvoie le lecteur à ma dissertation, le supposant au courant de la question que j'y ai traitée. L'apprentissage de la vision chez les enfants et les aveugles-nés qui ont été opérés, la perception visuelle simple, malgré les deux impressions que reçoivent les yeux, la vision double, ou la sensation tactile également double quand l'organe du sens est plus ou moins dérangé de sa position naturelle, le redressement des objets par la vue, lorsque leur image vient se peindre renversée au fond de l'œil, l'application de la couleur, phénomène tout subjectif aux objets, le dédoublement de l'activité de l'œil par la polarisation de la lumière, enfin les effets du stéréoscope. Toutes ces observations constituent autant d'arguments solides et irréfutables pour établir que l'intuition n'est pas d'ordre purement sensible, mais intellectuel. On peut dire en d'autres termes qu'elle consiste dans la connaissance de la cause par les faits, au moyen de l'entendement. Elle suppose donc la loi de causalité. Cette loi qui, d'une manière primitive et absolue,
rend possible toute intuition, par suite toute expérience, on ne saurait donc la tirer de l'expérience, comme le veut le scepticisme de Hume, qui se trouve ruiné définitivement, et pour la première fois, par cette considération. Il n'existe en effet qu'un moyen d'établir que la notion de causalité est indépendante de l'expérience, et qu'elle est absolument a priori. C'est de montrer que l'expérience est au contraire sous sa dépendance. Or, cette démonstration n'est possible qu'en procédant comme nous venons de le faire, et comme nous l'avons exposé tout au long dans les passages cités plus haut. Il faut prouver que la loi de causalité est déjà impliquée d'une manière générale dans l'intuition, dont le domaine est égal en extension à celui de l'expérience. Il s'ensuit qu'une telle loi est absolument a priori par rapport à l'expérience, qui la suppose comme condition première, loin d'être supposée par elle. Or les arguments de Kant, dont j'ai fait la critique dans ma dissertation sur le principe de raison, paragraphe 23, ne suffisent pas à établir cette vérité. Chapitre 5. Mais de ce que l'intuition a pour condition la loi de causalité, il faut se garder d'admettre aussi entre l'objet et le sujet un rapport de cause à effet. Ce rapport n'existe qu'entre l'objet immédiat et l'objet médiat. Autrement dit, toujours entre objets. C'est l'hypothèse erronée, du contraire, qui a fait naître toutes les discussions absurdes sur la réalité du monde extérieur. On y voit aux prises le dogmatisme et le scepticisme, le premier apparaissant tantôt comme réalisme, tantôt comme idéalisme. Le réalisme pose l'objet comme la cause, dont le sujet devient l'effet. L'idéalisme de Fichte fait au contraire de l'objet un effet du sujet. Mais comme entre le sujet et l'objet, on ne saurait trop insister sur ce point, il n'existe aucun rapport fondé sur le principe de raison, jamais aucune des deux opinions dogmatiques n'a pu être démontrée. C'est donc au scepticisme que revient en somme la victoire. De même en effet que la loi de la causalité précède l'intuition et l'expérience dont elle est la condition, et n'en peut être tirée, ainsi que le pensait Hume, de même la distinction de l'objet et du sujet est antérieure à la connaissance, dont elle représente la condition première, antérieure aussi par conséquent au principe de raison en général. Ce principe n'est en effet que la forme de tout objet, le mode universel de son apparition phénoménale. Mais l'objet supposant toujours le sujet, il ne peut jamais exister entre eux aucune relation causale. Ma dissertation sur le principe de raison a justement pour but d'établir que le contenu de ce principe n'est autre que la forme essentielle de tout objet, c'est-à-dire le mode universel d'une existence objective quelconque, envisagée comme telle. Mais à ce point de vue, l'objet suppose perpétuellement le sujet comme son corrélatif nécessaire. Celui-ci reste donc toujours en dehors de la juridiction du principe de raison. Tous les débats touchant à la réalité du monde extérieur ont eu pour origine cette extension illégitime du principe de raison appliqué aussi au sujet, et il est résulté de ce malentendu primitif que le problème lui-même devenait inintelligible. D'une part, le dogmatisme réaliste, considérant la représentation comme un effet de l'objet, a la prétention de séparer ce qui ne fait qu'un, je veux dire la représentation et l'objet. Il admet ainsi une cause absolument distincte de la représentation, un objet en soi, indépendant du sujet, c'est-à-dire une chose absolument inconcevable, car déjà en tant qu'objet, cette chose implique le sujet, dont elle n'est que la représentation. Le scepticisme, qui prend lui-même son point de départ dans la même erreur initiale, oppose à cette doctrine ceci que, dans la représentation,
l'effet seul est donné, et nullement la cause. Et ce, jamais par suite, ce n'est l'essence des objets, mais uniquement leur action que l'on connaît. Que cette action n'a sans doute aucune analogie avec leur nature intime. Qu'en thèse générale même, on aurait tort de le supposer gratuitement, puisque d'abord la loi de causalité dérive de l'expérience, et que d'autre part on ferait reposer la réalité de l'expérience sur cette loi. À ces deux théories, on peut répondre tout d'abord que l'objet et la représentation ne sont qu'une seule et même chose. Ensuite, que l'être des objets n'est autre que leur action même. Que c'est dans cette action que consiste leur réalité. Qu'enfin, chercher l'existence de l'objet en dehors de la représentation du sujet, l'être des choses réelles en dehors de leur activité, c'est là une entreprise contradictoire et qui se détruit elle-même. Que par suite, la connaissance du mode d'action d'un objet d'intuition épuise l'idée de cet objet en tant que tel, c'est-à-dire comme représentation, puisqu'en dehors de celle-ci, il ne reste rien de connaissable dans cet objet. À ce point de vue, le monde perçu par l'intuition dans l'espace et le temps, le monde qui se révèle à nous tout entier comme causalité, est parfaitement réel, et absolument ce qu'il se donne pour être. Or ce qu'il prétend être entièrement et sans réserve, c'est représentation, et représentation réglée par la loi de causalité. En cela consiste sa réalité empirique. Mais d'autre part, il n'y a de causalité que dans et pour l'entendement. Ainsi le monde réel, c'est-à-dire actif, est toujours comme tel conditionné par l'entendement, sans lequel il ne serait rien. Mais cette raison n'est pas la seule, comme en général aucun objet, à moins de contradiction, ne saurait être conçu sans un sujet, on doit refuser par suite aux dogmatiques la possibilité même de la réalité qu'ils attribuent au monde extérieur, fondée selon eux sur son indépendance à l'égard du sujet. Tout le monde objectif est et demeure représentation, et, pour cette raison, est absolument et éternellement conditionné par le sujet. En d'autres termes, l'univers a une idéalité transcendantale. Il n'en résulte pas qu'il soit illusion ou mensonge, qu'il se donne pour ce qu'il est, pour une représentation, ou plutôt une suite de représentations, dont le lien commun est le principe de causalité. Ainsi envisagé, le monde est intelligible à un entendement sain, et cela dans son sens le plus profond. Il lui parle un langage qui se laisse entièrement comprendre. Seule une intelligence faussée par l'habitude et subtilité peut s'aviser d'en contester la réalité. C'est faire un emploi abusif du principe de raison. Ce principe relie bien entre elles toutes les représentations, quelles qu'elles soient, mais il ne les rattache pas à un sujet, ou à quelque chose qui ne serait ni sujet ni objet, mais simplement fondement de l'objet. C'est là un pur non-sens, puisqu'il n'y a que des objets qui puissent causer quelque chose, et que ce quelque chose est toujours lui-même un objet. Si l'on étudie de plus près l'origine de ce phénomène de la réalité du monde extérieur, on trouve qu'à cet emploi abusif du principe de raison appliqué à ce qui échappe à sa juridiction, vient s'ajouter encore une confusion particulière faite entre ces formes. Ainsi la forme qu'il affecte relativement aux concepts ou représentations abstraites est transportée aux représentations intuitives, aux objets réels. On prétend attribuer aux objets un principe de connaissance, alors qu'ils ne peuvent avoir qu'un principe d'existence. Ce qui est réglé par le principe de raison, ce sont les représentations abstraites, les concepts unis dans des jugements. Chacun de ces concepts tire en effet sa valeur, sa portée, et l'on peut dire sa réalité, qui ici prendra le nom de vérité, uniquement de la relation établie entre le jugement et quelque chose de distinct de lui, son principe de connaissance, auquel il faut toujours remonter. Par contre, ce n'est pas à titre de principe de connaissance que le principe de raison régit les objets réels ou représentations intuitives,
mais à titre de principe de devenir, autrement dit comme loi de causalité. L'objet est quitte envers lui, par cela seul qu'il est devenu, c'est-à-dire qu'il est sorti comme effet d'une cause. La recherche d'un principe de connaissance n'aurait ici aucune valeur ni aucune signification. Cette recherche porte sur une toute autre catégorie d'objets. C'est pour cette raison que le monde de l'intuition, tant qu'on n'essaye pas de le dépasser, n'engendre dans celui qui l'observe ni doute, ni inquiétude. Il n'y a place ici ni pour l'erreur, ni pour la vérité, reléguées l'une et l'autre dans le domaine de l'abstrait, de la réflexion. Aux yeux des sens et de l'entendement, le monde se révèle et se donne avec une sorte de naïve franchise pour ce qu'il est, pour une représentation intuitive qui se développe sous le contrôle de la loi de causalité. Cette question de la réalité du monde extérieur, telle que nous l'avons envisagée jusqu'ici, avait pour origine une méprise de la raison, se méconnaissant elle-même. Il n'y avait d'autre moyen d'y remédier que de mettre en lumière le contenu même de la raison. Un examen du principe de raison, considéré dans son essence, et une étude approfondie du rapport qui existe entre l'objet et le sujet, ainsi que de la nature des perceptions sensibles, devaient nécessairement supprimer le problème, en lui ôtant toute signification. Pourtant, outre cette origine toute théorique, il en a une autre absolument différente, celle-là purement empirique, bien qu'on s'en serve, même sous cette forme, dans un dessein spéculatif. La question ainsi posée devient beaucoup plus intelligible. Voici comment elle se présente. Nous avons des songes. La vie tout entière ne pourrait-elle donc pas être un long rêve? Ou, avec plus de précision, existe-t-il un critérium infaillible pour distinguer le rêve de la veille, le fantôme de l'objet réel? On ne saurait sérieusement proposer comme signe distinctif entre les deux le degré de netteté et de vivacité, moindre dans le rêve que dans la perception. Personne, en effet, jusqu'ici, n'a eu présente à la fois les deux choses à comparer, et l'on ne peut mettre en regard de la perception actuelle que le souvenir du rêve. Kant tranche la question en disant que c'est l'enchaînement des représentations par la loi de causalité qui distingue la vie du rêve. Mais dans le rêve lui-même, tout le détail des phénomènes est également soumis à ce principe, sous toutes ses formes, et le lien causal ne se rompt qu'entre la veille et le rêve, ou d'un songe à l'autre. La seule interprétation que comporte la solution kantienne est la suivante. Le long rêve, celui de la vie, est réglé dans ses diverses parties par la loi de causalité, mais n'offre aucune liaison avec les rêves courts, bien que chacun de ceux-ci présente en soi cet enchaînement causal. Entre le premier et les seconds, le pont est donc coupé, et c'est ainsi qu'on arrive à les distinguer. Toutefois, il serait assez difficile, souvent même impossible, de déterminer, à l'aide de ce critérium, si une chose a été perçue ou simplement rêvée par nous. Nous sommes en effet incapables de suivre anneau par anneau la chaîne d'événements qui rattache un fait passé à l'état présent. Et pourtant, nous sommes loin de le tenir en pareil cas pour un pur rêve. Aussi, dans l'usage de la vie, n'emploie-t-on guère ce moyen pour discerner le rêve et la réalité. L'unique critérium usité est tout empirique. C'est le fait du réveil qui rompt d'une manière effective et sensible tout lien de causalité entre les événements du rêve et ceux de la veille. Un exemple frappant de cette vérité est l'observation suivante de Hobbes dans son Léviathan, chapitre 2. Il remarque qu'au réveil, nous prenons facilement nos rêves pour des réalités, si nous nous sommes, à notre insu, couchés tout habillés. Cette confusion se produit encore plus aisément quand, de plus, quelque projet
ou quelque entreprise occupant toute notre pensée l'absorbe également dans le rêve. Le réveil, en pareil cas, est aussi insensible que la venue du sommeil, et le rêve se mêle à la vie réelle sans que l'on en puisse distinguer. Il ne reste alors d'autre ressource que l'application du critérium de Kant. Mais si, malgré tout, comme il arrive souvent, on ne peut découvrir la présence ou l'absence d'un lien de causalité entre un événement passé et l'état présent, il sera à jamais impossible de décider si un fait est arrivé ou s'il a été seulement rêvé. C'est ici que se manifeste à la pensée l'intime parenté qui existe entre la vie et le rêve. Osons avouer une vérité reconnue et proclamée par tant de grands esprits. Les Védas et les Puranas, pour représenter avec exactitude le monde réel, ce tissu de Maya, le comparent ordinairement à un songe. Platon répète souvent que les hommes vivent dans un rêve, et que seul le philosophe cherche à se tenir éveillé. Pindare, livre 2, vers 135, dit Umbrae somnium homo. Et Sophocle, nos enim quicunque vivimus, nihil aliud esse compario, quam simulacra elevem umbram. À côté de ses maîtres, Shakespeare mérite aussi d'être cité. We are such stuff as dreams are made of, and our little life is rounded with a sleep. Enfin, Calderon était si profondément pénétré de cette idée qu'il en fit le sujet d'une sorte de drame métaphysique, intitulé La vie est un songe. Après toutes ces citations poétiques, je puis moi aussi me permettre d'employer une image. La vie et les rêves sont les feuillets d'un livre unique. La lecture suivie de ces pages est ce qu'on nomme la vie réelle. Mais quand le temps accoutumé de la lecture, le jour, est passé, et qu'est venue l'heure du repos, nous continuons à feuilleter négligemment le livre, l'ouvrant au hasard à tel ou tel endroit, et tombons tantôt sur une page déjà lue, tantôt sur une que nous ne connaissons pas. Mais c'est toujours dans le même livre que nous lisons. Cette lecture fragmentaire ne fait pas corps avec la lecture suivie de l'ouvrage entier. Pourtant, elle en diffère assez peu. Si l'on veut bien considérer que la lecture suivie commence aussi et finit ex abrupto. Il est donc permis de la regarder elle-même comme une page isolée, un peu plus longue que les autres. Ainsi donc, les rêves isolés se distinguent de la vie réelle en ce qu'ils n'entrent pas dans la continuité de l'expérience, qui se poursuit à travers la vie, et c'est le réveil qui met en lumière cette différence. Mais si l'enchaînement causal est la forme qui caractérise la veille, chaque rêve pris en soi présente aussi cette même connexion. Si l'on se place pour juger des choses à un point de vue supérieur au rêve et à la vie, on ne trouvera dans leur nature intime aucun caractère qui les distingue nettement, et il faudra accorder au poète que la vie n'est qu'un long rêve. En voilà assez sur l'origine empirique du problème de la réalité du monde extérieur, laquelle constitue une question tout à fait à part. Revenons à l'origine spéculative du problème. Nous avons découvert qu'elle résultait tout d'abord d'un emploi abusif du principe de raison, appliqué au rapport du sujet et de l'objet, et en second lieu de la confusion de deux formes du principe. Cette confusion consiste à transposer le principe de raison, considéré comme loi de connaissance, dans un domaine où il n'a d'autorité qu'à titre de loi du devenir. Cependant, la question n'eût point tant arrêté les philosophes si elle n'avait en elle-même quelque portée, si elle ne recelait pas une pensée plus profonde et plus vraie que ne le ferait supposer son origine la plus prochaine. À quoi il faut ajouter que cette pensée, quand elle chercha à s'exprimer d'une manière réfléchie, s'embarrassa dans des questions et des formules absurdes et dénuées de sens. C'est là, à mon avis, ce qui est arrivé. Or, ce sens profond du problème, qui a vainement cherché jusqu'ici sa formule, en voici selon moi l'expression exacte.
le monde donné dans l'intuition, qu'est-il de plus que ma représentation? Ce monde que je ne connais que d'une manière représentative, est-il analogue à mon propre corps qui se révèle à ma conscience sous deux formes, comme représentation et comme volonté? La solution positive de cette question remplit le second livre, et les conséquences qui en résultent forment la matière du reste de l'ouvrage. Chapitre 6. Dans ce premier livre, nous n'envisageons provisoirement l'univers que comme représentation, comme objet pour le sujet, et nous ne distinguons pas des autres réalités notre propre corps, par le moyen duquel tout homme a l'intuition du monde. Considéré au point de vue de la connaissance, il n'est en effet que représentation. À la vérité, la conscience, qui déjà protestait contre la réduction des objets extérieurs à de simples représentations, admet difficilement pour le corps lui-même une telle explication. Cette répugnance instinctive a une raison. La chose en soi, en tant qu'elle se manifeste à l'homme comme son corps propre, est connue immédiatement. Il n'en a au contraire qu'une connaissance médiate lorsqu'elle lui apparaît réalisée dans les objets extérieurs. Mais l'ordre de nos recherches rend nécessaire cette abstraction, cette étude unilatérale du problème et cette séparation violente de ce qui en soi est essentiellement uni. Il nous faut donc vaincre momentanément notre répugnance. Elle peut, d'ailleurs, être diminuée par cette perspective rassurante que les réflexions ultérieures doivent combler cette lacune provisoire et conduire à une connaissance intégrale de l'essence du monde. Le corps est donc considéré ici comme un objet immédiat, c'est-à-dire comme la représentation qui sert de point de départ au sujet de la connaissance. Elle précède en effet, avec toutes ces modifications directement perçues, l'emploi du principe de causalité, et lui fournit ainsi les premières données auxquelles il s'applique. L'essence de la matière consiste, nous l'avons montré, dans son activité. Or il n'y a d'action et de causalité que pour l'entendement. Cette faculté n'étant que le corrélatif subjectif de l'action et de la causalité. Mais jamais l'entendement n'entrerait en activité s'il ne trouvait pas dans autre chose que lui-même un point de départ. Cette autre faculté est la sensibilité proprement dite, ou conscience directe des changements qui se produisent dans le corps et en font un objet immédiat. Par suite, deux conditions fondent pour nous la possibilité de la connaissance du monde de l'intuition. La première, exprimée objectivement, est la puissance qu'ont les objets matériels d'agir les uns sur les autres et de se modifier mutuellement. Sans cette propriété générale des corps, même avec la seule intervention de la sensibilité animale, aucune intuition ne serait possible. Si maintenant nous voulons formuler subjectivement cette première condition, nous dirons que c'est avant tout l'entendement qui rend possible l'intuition. C'est de l'entendement, en effet, que procède la loi de causalité valable seulement pour lui et fondant l'existence d'un tel rapport. Si donc il y a un monde de l'intuition, c'est uniquement pour lui et par lui qu'il existe. La seconde condition est la sensibilité que possède l'organisme animal, et la propriété inhérente à certains corps d'être immédiatement objet du sujet. Les simples modifications éprouvées par les organes des sens, en vertu des impressions extérieures qu'ils sont propres à recevoir, peuvent déjà être appelées représentations si elles ne produisent ni plaisir ni douleur. Bien qu'alors elles n'aient aucune signification pour la volonté, elles sont néanmoins perçues. Elles existent donc uniquement à titre de connaissance. C'est en ce sens que j'appelle le corps perçu directement un objet immédiat. Toutefois, il ne faut pas prendre ici le terme d'objet dans son acception stricte, car cette connaissance directe du corps animal
antérieure à l'exercice de l'entendement, étant une pure sensation, ne permet pas encore de penser comme objet le corps lui-même, mais uniquement les corps agissant sur lui. En effet, toute notion d'un objet proprement dit, c'est-à-dire d'une représentation perceptible dans l'espace, n'existe que par et pour l'entendement. Loin donc de le précéder, elle en dérive. Ainsi, le corps, en tant qu'objet proprement dit, c'est-à-dire comme représentation intuitive dans l'espace, n'est connu, à la manière de tout autre objet, qu'indirectement et par l'application spéciale du principe de causalité à l'action mutuelle des diverses parties de l'organisme. Par exemple, lorsque l'œil voit le corps ou que la main le touche, la forme de notre corps ne nous est donc pas révélée par la sensibilité générale. Ce n'est que par le fait de la connaissance et par la représentation, c'est-à-dire dans le cerveau, que le corps s'apparaît à lui-même comme quelque chose d'étendu, d'articulé, d'organisé. C'est peu à peu que l'aveugle-né acquiert cette représentation, grâce aux données du toucher. Celui qui n'aurait pas de main ne connaîtrait jamais la forme de son corps. Tout au plus parviendrait-il à la déduire et à la construire lentement, par suite de l'action des autres corps sur le sien. C'est avec toutes ces restrictions que nous nommons corps un objet immédiat. D'ailleurs, il résulte des considérations précédentes que les corps de tous les animaux sont aussi des objets immédiats. Ils servent de point de départ à l'intuition du monde par le sujet qui connaît tout, et pour cette raison même n'est connu de rien. Par suite, connaître et se mouvoir, en vertu de motifs empruntés à la connaissance, est le caractère essentiel de l'animalité. De même que se mouvoir par suite de certaines excitations est le propre de la plante. Les corps inorganiques n'ont d'autre mouvement que celui qu'ils reçoivent des causes proprement dites, le mot cause étant pris dans son sens le plus étroit. Tout ceci a été exposé en détail dans ma dissertation sur le principe de raison, deuxième édition, paragraphe 20, dans l'éthique, première dissertation, livre 3, et dans la vue et les couleurs, paragraphe 1. Je renvoie le lecteur à ces ouvrages. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que tous les animaux, même les plus imparfaits, possèdent l'entendement, car ils sont capables de connaître des objets, connaissance qui, sous forme de motifs, détermine leur mouvement. L'entendement est le même dans tous les animaux et dans l'homme. Il présente partout la même essence simple. Connaissance par les causes, faculté de rattacher l'effet à la cause ou la cause à l'effet, et rien de plus. Mais son intensité d'action et l'étendue de sa sphère varient à l'infini. Au degré inférieur se trouve la simple notion du rapport de causalité entre l'objet immédiat et l'objet médiat, notion qui suffit pour passer de l'impression subie par le corps à sa cause, et pour concevoir celle-ci comme objet dans l'espace. Au degré supérieur de l'échelle, la pensée découvre l'enchaînement causal des objets médiats entre eux, et pousse cette science jusqu'à pénétrer les combinaisons les plus complexes de causes et d'effets dans la nature. Cette connaissance appartient à l'entendement, et non à la raison. Les notions abstraites de cette dernière faculté servent seulement à classer, à fixer et à combiner les connaissances immédiates de l'entendement, sans jamais produire aucune connaissance proprement dite. Toute force, toute loi, toute circonstance de la nature où elle se manifeste doivent d'abord être perçues par intuition, avant de pouvoir se présenter à l'état abstrait aux yeux de la raison dans la conscience réfléchie. Ce fut une conception intuitive et immédiate de l'entendement que cette découverte due à Hooke et confirmée ensuite par les calculs de Newton, permettant de réduire à une loi unique des phénomènes si nombreux et si importants. Il en est de même de la découverte de l'oxygène par Lavoisier, avec le rôle essentiel que joue ce gaz dans la nature, ou encore de celle de Goethe
sur le mode de formation des couleurs naturelles. Toutes ces découvertes ne sont autre chose qu'un passage immédiat et légitime de l'effet à la cause, opération qui a conduit bientôt à reconnaître l'identité essentielle des forces physiques agissant dans toutes les causes analogues. Tout ce travail scientifique est une manifestation de cette constante et unique fonction de l'entendement qui permet à l'animal de percevoir la cause qui agit sur son corps comme un objet dans l'espace. Il n'y a qu'une simple différence de degré. Ainsi, une grande découverte est, au même titre que l'intuition et que toute manifestation de l'entendement, une vue immédiate, l'œuvre d'un instant, un aperçu, une idée, et nullement le produit d'une série de raisonnements abstraits. Ces derniers servent à fixer, pour la raison, les connaissances immédiates de l'entendement, en les enfermant dans des concepts. Autrement dit, à les rendre claires et intelligibles, propres à être transmises et expliquées aux autres. Cette aptitude de l'entendement à saisir les rapports de causalité entre les objets connus immédiatement trouve son application non seulement dans les sciences de la nature, où elle produit toutes les découvertes, mais encore dans la vie pratique elle-même. Elle prend alors le nom de prudence, Klugheit, tandis qu'au point de vue théorique, elle s'appelle plutôt perspicacité, Scharfsinn, pénétration, sagacité. Le mot prudence, dans son acception étroite, désigne l'entendement mis au service de la volonté. Toutes ces idées ne se laissent pas rigoureusement limiter et définir. Il s'agit toujours en réalité d'une seule et unique fonction de cet entendement qui s'exerce chez tout animal capable de percevoir par intuition des objets dans un espace. Considérée à son plus haut point de développement, tantôt elle découvre dans les phénomènes naturels la cause inconnue de tel effet donné, elle fournit ainsi à la raison la matière d'où celle-ci tirera ses conceptions générales ou lois du monde, tantôt par l'application de moyens connus à quelque fin préméditée, elle invente des machines d'une ingénieuse complication. Tantôt enfin, analysant les motifs de la conduite, ou bien elle pénètre et déjoue les plus habiles intrigues, ou bien elle se sert de raisons appropriées aux différents caractères pour mettre les hommes en mouvement comme de purs automates, à l'aide de roues et de leviers, et pour les utiliser à l'accomplissement de ses desseins. Le manque d'entendement est ce qu'on nomme proprement stupidité. C'est une sorte d'inaptitude à faire usage du principe de causalité, une incapacité à saisir d'emblée les liaisons soit de la cause à l'effet, soit du motif à l'acte. L'homme inintelligent ne comprend jamais la connexion des phénomènes, ni dans la nature, où ils surgissent spontanément, ni dans leur application mécanique, où ils sont combinés en vue d'une fin spéciale. Aussi croit-il aisément à la sorcellerie et au miracle. Un esprit fait de la sorte ne remarque pas que plusieurs personnes, en apparence isolées les unes des autres, peuvent en fait agir de concert. Il se laisse souvent jouer et mystifier. Il ne pénètre pas les secrètes raisons des conseils qu'on lui donne ou des jugements qu'il entend porter. Un don lui manque, toujours le même, la vivacité, la rapidité, la facilité à appliquer le principe de causalité, en un mot la force de l'entendement. L'exemple de stupidité le plus frappant et le plus intéressant que j'ai jamais rencontré est celui d'un garçon de 11 ans qui se trouvait dans une maison de fous. Il était complètement idiot, sans toutefois être absolument privé d'intelligence, puisqu'il causait et comprenait ce qu'on lui disait. Mais il était, pour l'entendement, au-dessous de l'animalité. Toutes les fois que je venais, il considérait attentivement un lorgnon que j'avais au cou et dans lequel se reflétaient les fenêtres de la chambre avec les arbres situés derrière. Cela lui causait chaque fois le même étonnement joyeux, et jamais il ne se lassait de le regarder avec une nouvelle admiration. C'est qu'il était incapable de concevoir d'emblée la cause de cette réflexion de la lumière. Dans les différentes espèces animales, les degrés de l'entendement ne sont pas moins divers que dans toute l'humanité. Chez
Chez toutes, et même chez celles qui se rapprochent du règne végétal, on rencontre la somme d'entendements nécessaires pour passer de l'action exercée sur l'objet immédiat à sa cause dans l'objet médiat. Autrement dit, toutes possèdent l'intuition ou appréhension de l'objet. C'est cette faculté qui est le trait propre de l'animal, qui lui permet de se mouvoir d'après certains motifs, de chercher, ou tout au moins d'appréhender sa nourriture. Le végétal, au contraire, ne se meut qu'à la suite d'excitations qu'il est obligé d'attendre, et sans lesquelles il est condamné à dépérir, incapable qu'il est de les poursuivre et de les trouver. On observe chez les animaux supérieurs une admirable sagacité, chez le chien par exemple, chez l'éléphant, chez le singe, chez le renard, dont Buffon a si merveilleusement dépeint la prudence. Il est facile de mesurer assez exactement, dans ces espèces plus parfaites que les autres, ce que peut l'entendement privé de la raison, c'est-à-dire de la connaissance par concepts abstraits. Nous ne pourrions en juger aussi bien d'après nous-mêmes, parce qu'en nous, l'entendement et la raison s'unissent et se soutiennent toujours. C'est le manque de raison chez l'animal qui nous fait considérer les marques d'entendement qu'il donne, tantôt comme supérieures, tantôt comme inférieures à nos prévisions. Nous sommes étonnés, par exemple, de la sagacité de cet éléphant, qui, amené en Europe, et ayant déjà traversé un grand nombre de points, refusa un jour, contre son habitude, d'en passer un sur lequel, pourtant, il venait de voir défiler toute la troupe d'hommes et de chevaux dont il était accompagné. Le pont lui paraissait trop légèrement construit pour supporter un poids tel que le sien. En revanche, nous ne sommes pas moins surpris d'entendre raconter que les orang-outans, les plus intelligents, sont incapables d'apporter du bois pour entretenir un feu qu'ils ont rencontré par hasard et auquel ils se réchauffent. Une telle idée suppose donc un degré de réflexion impossible dans les concepts abstraits qui leur manquent. La connaissance a priori du rapport de cause à effet, cette forme générale de tout entendement qui doit être attribuée aux animaux, résulte du fait même que cette connaissance est, pour eux comme pour nous, la condition préalable de toute perception du monde extérieur. Si l'on en veut d'autres preuves plus caractéristiques, que l'on considère par exemple un jeune chien qui n'ose pas, quelque envie qu'il en ait, sauter à bas d'une table. N'est-ce pas qu'il prévoit l'effet du poids de son corps, bien qu'il ne l'ait jamais expérimenté dans la circonstance en question? Toutefois, dans l'analyse de l'entendement animal, on doit se garder de lui rapporter ce qui n'est qu'une manifestation de l'instinct. L'instinct, qui diffère profondément en nature de l'entendement et de la raison, produit souvent des effets analogues à l'action combinée de ces deux facultés. Ce n'est point ici le lieu de faire une théorie de l'activité instinctive. Cette étude doit trouver place au livre 2, où il sera traité de l'harmonie, ou de ce qu'on nomme la téléologie de la nature. Le chapitre 27 des suppléments est aussi consacré tout entier à cette question. Le manque d'entendement, avons-nous dit, s'appelle stupidité. On verra plus tard que la non-application de la raison dans l'ordre pratique représente la sottise, et le défaut de jugement, la niaiserie. Enfin, la perte totale ou partielle de la mémoire constitue l'aliénation. De tout cela, il sera parlé en temps et lieu. Ce que la raison a reconnu d'une manière exacte s'appelle vérité. C'est toujours un jugement abstrait, fondé sur une raison suffisante. Disserte sur le principe de raison, paragraphe 29 et suivant. Ce qui a été reconnu de la même manière par l'entendement se nomme réalité. C'est le passage légitime de l'effet produit sur l'effet immédiat à sa cause. À la vérité s'oppose l'erreur, qui est l'illusion de la raison, comme la réalité a pour contraire l'apparence, illusion de l'entendement. On devra lire l'étude détaillée de toutes ces questions
dans ma dissertation sur la vue et les couleurs. L'apparence est produite par le fait qu'une seule et même action peut dériver de deux causes absolument différentes, dont l'une agit fréquemment, l'autre rarement. L'entendement, qui manque de critérium pour distinguer laquelle des deux produit l'effet à un moment donné, suppose que celui-ci doit être attribué à la cause la plus ordinaire. Or, comme l'opération de l'entendement est non pas réflexive et discursive, mais directe et immédiate, cette cause toute effective apparaît faussement comme un objet d'intuition. Telle est donc la nature de l'apparence. Dans la dissertation citée plus haut, j'ai montré comment il pouvait se produire, par suite d'une position inaccoutumée des organes des sens, une double perception de la vue ou du toucher. Cette explication prouve d'une manière irréfutable que l'intuition n'existe que par et pour l'entendement. Il existe bien d'autres exemples de ces apparences ou illusions de l'entendement. Le bâton plongé dans l'eau et qui paraît brisé, les images des miroirs sphériques qui se produisent un peu en arrière de la surface si elle est convexe, et à une grande distance en avant lorsqu'elle est concave. La lune qui paraît beaucoup plus large à l'horizon qu'au zénith. Cet effet ne résulte nullement des lois de l'optique, puisqu'il a été établi, grâce au micromètre, que l'œil aperçoit au zénith la lune sous un angle visuel un peu plus grand qu'à l'horizon. C'est que l'entendement juge de la lune et des étoiles comme s'il s'agissait d'objets terrestres. Il attribue alors à l'éloignement la diminution d'éclat de ces astres, dont il apprécie la distance, suivant les lois de la perspective aérienne. C'est pour cette raison que la Lune est vue beaucoup plus grande à l'horizon qu'au zénith, et que la voûte céleste elle-même paraît plus étendue à l'horizon, où elle semble s'abaisser. C'est par suite d'une appréciation non moins erronée, toujours d'après la perspective aérienne, que des montagnes très élevées, dont la cime seule est visible dans l'air pur et transparent, nous apparaissent plus rapprochées de nous qu'elles ne le sont en réalité. La distance n'est d'ailleurs diminuée qu'aux dépens de l'altitude. C'est le phénomène qu'offre le Mont Blanc, vu de Sallanches. Toutes ces apparitions illusoires se présentent à nous comme des résultats de l'intuition immédiate, et il n'est aucune opération de la raison qui les puisse dissiper. Celle-ci n'a de pouvoir que contre l'erreur. Un jugement qui n'est pas suffisamment motivé, elle en opposera un contraire et vrai. Elle reconnaîtra, par exemple, in abstracto, que ce qui diminue l'éclat de la lune et des étoiles, ce n'est pas l'éloignement, mais bien l'existence de vapeurs plus épaisses à l'horizon. Mais en dépit de cette connaissance toute abstraite, l'illusion demeurera identique dans tous les cas cités plus haut, car l'entendement étant absolument distinct de la raison, faculté de surérogation dans l'homme, peut affecter, même chez celui-ci, un caractère irrationnel. Savoir est l'unique fonction de la raison. À l'entendement seul, en dehors de toute influence de la raison, appartient l'intuition.